commune de Lingwala d'où nous émettons. Madame, Messieurs, merci d'avoir choisi CCTV et particulièrement CEMAG Kiosque pour vous informer. Bienvenue sur les antennes du canal. Projet du budget 2022, ça passe comme une lettre à la poste pour le Premier ministre Sama Lukonde, lui qui répliquait hier aux questions et préoccupations des élus nationaux. Il a regroupé ses préoccupations en 7 grandes thématiques, en commençant par des questions d'ordre général, vers la question sécuritaire, les questions sociales, la question de la réduction des trains de vie des institutions, tout comme d'autres catégories socio-professionnelles, les budgets d'investissement. Sama Lukonde n'a rien laissé au passage. Ce document qui traduit vraiment la politique gouvernementale a été jugé recevable 5 sur 5, comme si bien titré Forum ce matin, et il sera envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour toilettage d'une manière et approfondissement d'une autre. Le budget de l'Assemblée, le budget de l'armée, le Premier ministre n'a pas voulu s'étendre sur la question, dit-il, pour des raisons purement stratégiques, pour des raisons de sécurité, mais d'entrée de jeu, le chef du gouvernement a expliqué le fait qu'il y avait un accroissement substantiel par rapport au budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne ces secteurs stratégiques de la défense nationale, avec son point d'orgue la question de l'état des sièges dans le Nord Kivu et dans la province voisine de l'Ituri. Le fonctionnement des provinces, plus particulièrement des assemblées provinciales, était au centre d'un atelier de 72 heures à Kinshasa entre les assemblées provinciales et le Sénat, qui est en fait l'émanation des provinces. Le président Bahati a voulu en savoir davantage sur comment fonctionnent les assemblées provinciales, quelles sont les mesures de collaboration avec les exécutifs provinciaux, la logistique, et les professeurs Évariste Bouchab Mabileng Mabid était invité pour entretenir les membres du bureau des assemblées provinciales invités à Kinshasa sur la question pour pouvoir comment préparer les édits au niveau des provinces, comment collaborer avec les gouverneurs et l'ensemble des gouverneurs provinciaux, évaluer un peu les fonctionnements de nos provinces, peut-être une fois l'an, tous ces députés, les fiscs, les membres du bureau vont pouvoir se retrouver à Kinshasa ou peut-être dans d'autres provinces avec les bureaux et les experts du Sénat pour évaluer la bonne marche de ces assemblées provinciales. Félix Tshisekedi, président de la République, qui se montre très favorable au déverrouillage de l'article 10 de la Constitution. Cet article est relatif à l'exclusivité de la nationalité congolaise. Le chef de l'État l'a fait savoir il y a 48 heures aux membres de la diaspora réunis à Kinshasa autour du forum sur la diaspora. Vous savez que cette catégorie contribue beaucoup pour l'investissement dans notre pays, et le président de la République, 2 ans après avoir accédé à la souveraineté nationale à la tête de notre pays, a voulu échanger avec les compatriotes. Depuis qu'il est là, le chef de l'État lui-même l'a rappelé lors de son discours, il a été pour l'assouplissement de plusieurs contraintes concernant nos compatriotes de la diaspora. Pour Félix Tshisekedi donc, il n'y a pas de citoyen moyen, il n'y a pas de citoyen supérieur, même si vous êtes congolais et que vous avez eu le temps d'avoir la 2e nationalité, on devrait vous considérer comme congolais et comme tel. Il estime qu'il est grand temps, parce que plusieurs fois on a botté en touche cette problématique avec cet épouvantail de la balkanisation à l'est du pays. Alors le chef de l'État a dit qu'il ne faudrait pas aujourd'hui prétendre résoudre un problème de la double nationalité tout en créant un autre avec tout ce que nous créons avec nos voisins, plus particulièrement le Rwanda. Il ne faudrait pas que ceux-là qui ont des doubles nationalités, surtout de nos voisins qui ne veulent pas de nous, viennent nous désintégrer au niveau de l'interne ici. Alors, il est grand temps qu'on en parle aujourd'hui, comme on dit, dans une période non suspecte, et pourquoi ne pas revenir sur ce qui a été écrit, peut-être dans un contexte particulier des élections de 2006, après la transition 1+4 de 2003 et de 2004 et 2005. Merci à vous, parce que vous avez choisi de vous informer ce matin sur CCTV. Walter Kouy, on va terminer avec lui cette semaine et ce plateau pour que... Bonjour. Bonjour Serge Kabongo, bonjour aux téléspectateurs de CCTV et puis aux auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Très bien, le menu est très bon. Hein? Il est très bon. Rien à ajouter. Hein?
S'il y a quelque chose à ajouter, juste quelque chose qui m'a fait rire après un temps. J'ai vu une vidéo du prof Mbata qui fait encore le buzz sur les réseaux sociaux. Quand j'ai suivi la vidéo jusqu'à la fin, j'ai appelé un ami qui lui est proche. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que le prof veut dire en exposant? Je l'ai suivi de bout en bout. J'ai retenu 3 éléments clés. Il parle d'un expert ou formateur en matière électorale qui devient président de la CENI. Oui. Il parle de toute une équipe gouvernementale qui devient une plateforme politique en pleine législature. Et puis il parle enfin de la Cour constitutionnelle corrompue de laquelle on ne peut rien attendre. Là, il évoque les triangles de la mort. Le triangle. Voilà. L'ami me dit non, c'est une vieille vidéo. J'ai dit mais comme si c'était quelqu'un de la Mouka qui parle aujourd'hui. Donc j'ai été sidéré quand j'ai revu le contexte politique actuel avec tout ce qui se dit, aussi bien autour de l'Union sacrée que de la CENI et enfin de la Cour constitutionnelle. Rappelez-vous, Janine Mabunda a perdu son poste parce qu'il avait, à l'époque, avec Alexis Thambwe Mwamba, refusé de participer à la prestation de serment de hauts magistrats qui devait compléter le vide à la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a d'ailleurs abouti à sa déchéance au-delà de tout ce qui avait été mis sur ses épaules comme autre grief. C'est pour dire que nos acteurs politiques apparemment ne parlent que pour leurs propres intérêts. Ils ne pensent pas État, ils ne pensent pas survie de la nation, ils ne pensent que leurs intérêts individuels ou partisans. Parce que ce que le professeur Mbata disait hier, aujourd'hui, si quelqu'un de la Mouka prend le même propos dans le contexte d'aujourd'hui, il n'y a pas assez de différence. Raison pour laquelle j'en appelle à la prise de conscience d'un chacun. Nous avons besoin d'hommes d'État et politiciens qui sont dans des combines ou des calculs pour des visées purement électoralistes et assouvir leur soif politique, accéder aux fonctions de l'État pour jouir des avantages de l'État. Et ça, nous tapons à côté, nous taperons à côté. C'est le cas aussi pour ceux de la Mouka qui font des déclarations aujourd'hui, même FCC hier et aujourd'hui. Demain, en cas de changement, on risque de revivre les mêmes contextes. Raison pour laquelle il faut que chacun prenne sa conscience. Nous avons la seule patrie et le monde entier ne sera pas là à attendre le Congolais dans leur bouillabaisse, dans leur hésitation. Non, les autres avancent, ceux qui sont autour de nous avancent, et si nous sommes piètres, les gens vont marcher sur nous. Donc si je me permets de vous comprendre, qu'est-ce qui a changé finalement? Rien n'a changé, c'est peut-être les hommes qui ont changé. Ce sont les hommes ont pris la place des autres, donc il y a changement d'équipe, c'est comme la mi-temps. Vous changez, vous allez vers l'autre camp, oui. Et ceci remplace, mais le terrain est resté le même, le contexte est resté le même, l'arbitre, disons le jeu est resté le même. De la même manière, hier, l'arbitre qui était Corneille Nangaa ou qui était encore Mulunda posait problème. De même, la Cour était critiquée hier. De même, aujourd'hui, l'arbitre pose problème. De même, aujourd'hui, la Cour pose problème. Le prof Mbata avait eu un discours très sévère. C'est un discours à l'étranger, je crois bien. Très sévère, oui, j'ai eu toutes les informations, c'est à l'étranger. C'était un discours très sévère, très critique, une critique acerbe à l'encontre aussi bien de non, c'était Corneille Nangaa, la Cour constitutionnelle et aussi l'AMP qui s'était transformé au FCC. Donc aujourd'hui, si on replace, malheureusement, il n'y a pas grand changement, raison pour laquelle nous devons prendre conscience de ce que nous voulons de notre pays. Quel type d'État voulons-nous pour que nous puissions mieux avancer? Mais si on doit tout faire en visant des intérêts partisans, je crois que nous serons là à pleurer tout le temps que nous sommes en train, comme le chant de Covid, Toza corrompt. Allez, nous on ne va pas peut-être corrompre comme vous l'avez dit, on va évoluer. Prolongation de l'état des sièges, les vérités des députés de l'Est et à Félix Tshisekedi, éruption volcanique. Je m'en vais vous donner les grands titres de journaux. Après Nyiragongo, Nyamuragira en alerte, le GV a fait l'alerte depuis il y a 48 heures. Je suis sur Radio Okapi.
plébiscite du projet de loi des finances 2022, Jean-Michel Samalou Kondé recueille 87% d'opinions favorables. Réduction du salaire des ministres, des députés. Les députés refusent la réduction de l'air Zemolima. La tempête de tropique revient sur la recevabilité du budget hier à l'Assemblée nationale. Le budget 2022 approuvé, les améliorations des députés sollicités. État des sièges, sortie des crises, face à face, Fatu, Eli, Delitouri et du Nord Kivu. Je termine par Congo Nouveau de notre confrère Simon. Bonjour frère Simon, on ne se voit plus. Hein. Des proches du président cités dans les détournements des 20 millions de dollars américains. Denit Kalinda de Market TV. Denit, bonjour. Bonjour Serge. Merci d'être venu. Hein. Merci beaucoup. Je vous vois dans un nouveau accoutrement. Ouais. C'est congolais. Consommons congolais. Ça c'est Zico Création. Non mais c'est beau. La marque de Kitambo. C'est beau. Il faut encourager les initiatives congolaises. Ouais. Il faut booster la main d'œuvre locale. Sankara, à l'époque, qui avait dit non aux habits des Occidentaux et il a essayé de promouvoir la main d'œuvre locale et tous les ministres, tout son gouvernement et tous ses collaborateurs étaient habillés en boubou. Allez, justement, pour dire un petit mot, vous voyez, toutes les vestes portées par les officiers, aussi bien de l'armée que de la police, c'est fait ici en République démocratique du Congo, par l'armée. Les tenues de gala. Les tenues de gala pour les officiers. Donc ce sont des très belles vestes, c'est très bien fait, et même les tenues militaires. Donc il y a possibilité que l'on puisse nous-mêmes porter ce que nous fabriquons ici. Malheureusement, quand vous regardez aujourd'hui, les gens ont tendance, quand il y a mariage coutumier, à s'habiller au style nigérien. Ouais. Je ne sais pas ça vient d'où. Et ça devient vraiment à la mode. C'est en train d'ancrer notre société. Nous risquons de perdre notre culture parce que tous les jeunes qui se marient aujourd'hui, ils sont en mode... Allez, merci beaucoup à Jenny pour cette petite digression. Moi, le jour de mon mariage civil et coutumier, j'avais mis une tenue à Bakos. À Bakos de Zico Création. C'est mon couturier. Il est de Kitambo comme moi, donc je ne peux que les promouvoir. Il y a quand même des bouscules parce que le confrère a eu le temps de revenir sur les propos de M. André Mbata. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez commenter l'un des deux sujets que je vais vous soumettre tout à l'heure. Soit vous commentez cette polémique autour de ces villages avec 300 millions que le Rwanda avait construire à l'est du pays au bénéfice des sinistrés de l'éruption volcanique, ou soit encore vous commentez sur cette question. On dit des proches du président cités dans des détournements des 20 millions. J'ai vu, on a cité à tort ou à raison un certain Fortuna Busseleli. Non, je crois que nous sommes à l'heure des réseaux sociaux où chacun peut se réveiller un matin, s'il pense que Serge Kabongo ne le plaît pas, il écrit une information, il met la photo de Serge Kabongo et ça circule. Vous savez, porter des accusations comme ça sur une personnalité, une personne, c'est très facile de dire aujourd'hui que le conseiller privé du président de la République est impliqué dans un détournement de 20 millions de dollars. Il serait même en fuite au Rwanda. Il serait en fuite, il est au Rwanda. C'est très facile de dire des choses comme ça et de faire propager. Mais essayez de demander quelle est la source crédible qui a publié cette information. Est-ce que CCTV a parlé de cette information? Est-ce que 7 sur 7? Est-ce que actualité.cd? Est-ce que Top Congo? Lorsque vous fouinez, vous trouverez qu'il n'y a aucun média sérieux qui parle de cette information. C'est des intoxications. Mais c'est vrai, il peut y avoir des sujets de détournement, mais prendre des noms de personnalités, les coller directement à des faits de détournement, je crois que c'est en train de prendre aussi l'ampleur dans notre société. Il faut condamner. Pour des gens qui connaissent un peu Fortuna Busseleli, ils savent que c'est quelqu'un de très réservé, c'est quelqu'un de très discret. Très effacé. Très effacé. Dans les histoires des mines, en tout cas, carré minier, tout ça. Moi, je ne le vois pas dans ça. C'est vrai qu'on peut lui reprocher autre chose, mais pas dans ça. Pas dans ça, en tout cas. Il est au Congo, il est à Kinshasa au moment où nous parlons. Mais l'information, cette information-là dit qu'il a fui, il est rentré au Rwanda. Il est rentré. Mais il est rentré. Mais c'est qu'on dit. Ouais. Mais si vous permettez, Serge, moi je veux dire quand même quelque chose au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Oui. Nous sommes d'accord que l'on puisse
mettre toute la ville de Kinshasa en chantier, que l'on construise des routes partout. Mais il faut au même moment qu'on tienne compte de la circulation dans la ville. Parce que ailleurs, lorsque vous barrez une route, on signale, on dit par exemple que nous barrons telle avenue, de telle heure à telle heure, voici la déviation. Voici la déviation. Voilà. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. On est surpris le matin. Si on n'est pas considéré. C'est comme quand on nous disait que la ville de Kinshasa n'est pas gérée. Donc on se réveille le matin comme ça, on dit bon, fermez Kimwenza, on ferme Kimwenza. Le lendemain, on dit université, on ferme l'université, on ne dit pas réaviser, non, on ne vous dit même pas par où vous allez passer. Et finalement, vous commencez à vous débrouiller, à faufiler dans les avenues. Et quand les gardes de l'avenue trouvent que vous abîmez leur avenue, ils barricadent leur avenue. C'est comme ça que nous vivons à Kinshasa actuellement. Ah oui, ça, ce sont des réalités. Hein. Ça, nous sommes en train de vivre ça chaque jour. Allez, Walter, on voit le premier thème de l'émission. Félix Tshisekedi qui se montre très favorable à une législation un peu, je dirais, souple sur la nationalité. Et il a dit, c'était avant-hier, à l'ouverture du forum sur la diaspora. Oui, mais j'estime que c'était un discours que j'ai salué. D'ailleurs, c'est une répétition. Avant qu'il ne devienne président de la République, il disait même qu'il fallait qu'on revienne sur la révision constitutionnelle afin que tous ceux qui sont congolais d'origine ne perdent pas cette nationalité. Vous pouvez prendre autant d'autres nationalités, mais si vous êtes originaire de la République démocratique du Congo, vous ne la perdez pas, même si vous êtes né ailleurs. Mais malheureusement, c'est la 3e année, demain ça sera la 4e année, on risque de ne pas toucher la Constitution, alors que l'idéal était que l'on revienne. Il avait fait 2 grandes promesses pendant la campagne électorale sur ce plan. Il y avait aussi l'autre élément, revenir à 2 tours s'agissant de l'élection du président de la République. Mais cette déclaration risque de ne pas se concrétiser parce que ça exige qu'on puisse modifier la Constitution. Or, je ne vois pas encore jusque-là un député national faire une proposition où le gouvernement arrivait avec un projet de loi parce que ça touche à l'article, si je ne m'abuse, l'article 10 de la Constitution. Justement. Que la nationalité est indivisible. Mais par contre, il y a déjà des facilités au niveau de nos ambassades, aussi bien de l'aéroport, pour tous ceux qui sont originaires de la République démocratique du Congo, quand ils rentrent, pour qu'ils n'aient pas à se soumettre à une longue procédure administrative. Ça, c'est déjà bon. Deuxième élément, il faut les pousser à ce qu'ils reviennent pour ceux qui ont les moyens afin qu'ils viennent investir ici chez nous, en République démocratique du Congo. C'est le cas des Libanais ou tous ces Indiens. Voyez, tout ce qu'ils prennent comme argent ici, ce n'est pas ici qu'ils le gardent. Ils rentrent investir chez eux. C'est le cas quand nous encore on allait chercher le diamant en Angola. Les gens habitaient dans des maisons en paille, mais c'était pour venir construire en dur ici en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle on doit vraiment y réfléchir, faire des facilités, parce que quand un Congolais revient ici avec les moyens pour investir, il éprouve beaucoup de difficultés, plus que les immigrés, que je les appelle ici, parce qu'eux aussi nous appellent comme ça quand on est chez eux. Quand je rentre ici, je me dis c'est mon pays, je n'ai pas à me soumettre à tout ce qu'il y a comme pourcentage à donner à tel ou tel autre pour investir. Oui, il y a des ceux aussi qui arrivent sans être tracassés, mais investissent sans difficulté. Mais le vrai problème, ce sont les tracasseries administratives. Plusieurs Congolais qui veulent venir investir ici. Mais au-delà de ces tracasseries, je les encourage à rentrer pour ceux qui ont des moyens. Il y a aussi un élément, nous sommes très éparpillés à travers le monde. Nous sommes une communauté qui est presque, si pas divisée, qui n'est pas organisée à l'extérieur du pays. Vous allez dans différents pays, vous ne voyez pas les Congolais soudés, réfléchir sur ce qu'ils doivent faire pour leur pays. Mais ce n'est pas le cas pour les Maliens, les Sénégalais qui réfléchissent. Parlons de West Afrique. West Afrique, sur ce qu'ils doivent faire. Mais ici, si vous posez la question, la communauté congolaise vivant en France, quel peut être le grand projet ces 10 dernières années, le grand projet qu'ils ont mis sur la table
pour créer de l'emploi ou venir investir ici en République démocratique du Congo, on vous dira que... Walter, le chef est revenu, parce qu'il dit nous avons besoin d'une diaspora compétitive et compétente. C'est pas parce que vous êtes de la diaspora que Félix était hier de la diaspora, vous allez rentrer bredouille et penser que le président va vous trouver de l'emploi ou va vous envoyer chez Fifi Masuka et prendre un carré minier. Qui dit diaspora dit aussi mobilisation des financements. Généralement, mais il faut aussi dire que la plupart des compatriotes congolais qui travaillent dans des grandes boîtes à l'extérieur ne veulent pas rentrer ici. Pourquoi? Parce que le désordre qu'il y a ici ne permet pas aux gens sérieux, des Congolais sérieux, de rentrer. Vous voyez tout le temps les Belges, les Américains, ils disent on va... C'est depuis 2-3 ans qu'ils promettent qu'ils viennent investir ici. Mais ils ne viennent pas. Pourquoi? Ils disent le climat n'est pas bon, il n'y a pas de sérénité. Mais ce sont des aventuriers, généralement les Indo-Pakistanais, qui prennent le risque et ils savent comment faufiler en corrompant tel ou tel autre dans l'administration pour réaliser le projet. J'ai comme l'impression que le contexte a changé ou le contexte n'a pas totalement changé. Prenez l'esprit du législateur en 2005, 2004, quand il fallait rédiger cette constitution dite des belligérants. On a pensé qu'il fallait quand même verrouiller certaines choses à une certaine mesure. Je m'en vais vous donner un exemple. Il y a un député à l'époque du MLC qui a été arrêté au Rwanda. Le gouvernement rwandais a dit que c'était un citoyen sujet rwandais, pendant que chez nous, il était député national. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une évolution de la situation pour qu'on puisse aujourd'hui accepter ces débats démocratiques, ces débats nationaux, ou bien les choses n'ont pas encore changé? Le président a dit, comment ne pas travailler de manière qu'en cherchant à résoudre un problème de nationalité, n'est pas en créer davantage? Non, le problème est que nous avons des textes, la Constitution, je soutiens qu'il faut la réviser. Mais s'agissant d'autres textes, il faut revoir, mais on en a déjà des bons et assez. La NAPI est là pour faciliter les investissements. Le guichet unique facilite aussi la création d'une entreprise en peu de temps. Je crois qu'il n'y a pas assez d'efforts à fournir s'agissant de la légistique ou de tout ce qu'il y a comme loi. Mais il faut maintenant qu'on applique ça. Le problème, c'est l'homme qui doit appliquer, c'est l'administration. Le jour où nous aurons un État sérieux qui fait respecter les textes, je ne pense pas qu'il y aura un sérieux problème. Parce qu'aujourd'hui, si on arrête un Français aux États-Unis, le problème d'extradition ne se pose pas. Il ne se pose pas. Quand on arrête un Belge en France, le problème d'extradition ne se pose pas. Mais ici, chez nous, ça se pose. Pourquoi? Parce qu'on dit la justice est corrompue, l'administration est corrompue, la personne ne va pas bénéficier d'un procès équitable. C'est tout ça. Mais quand tout le sérieux sera réuni, je crois que même si on ouvre la double nationalité, triple ou multinationalité, tout le monde va se soumettre aux lois et ça sera au peuple de sanctionner par l'entremise des gens à qui nous déléguons le pouvoir et aussi la justice. Allez, un grand challenge pour nos dirigeants. Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce qu'il faut aujourd'hui affronter ces débats sur la question de la nationalité? Parce que je me dis, l'intégrité territoriale risque-t-elle pas de se phagocyter, comme le chef a dit? Au niveau même de l'interne, il faut y réfléchir aujourd'hui. Oui, il faut y réfléchir, Serge Kabongo, mais notons quand même que cette volonté du président de la République est une solution pour nos compatriotes de la diaspora. Vous savez peut-être combien ils perdent l'argent à Kinshasa. Moi je suis favorable, moi personnellement je suis favorable. Avec les membres des familles, quand ils envoient l'argent pour investir au Congo. Il envoie l'argent, on lui dit non, ici on est en train de construire l'immeuble à 3 niveaux. Donc l'immeuble avance à pas de l'histoire de Dao et alors que le monsieur a même vendu la parcelle. Il a même vendu la parcelle. Vous ne savez pas combien ce compatriote-là souffre. Donc, ils envoient l'argent, on veut prendre la photo d'un immeuble détruit, et il envoie les chantiers détruits, il envoie les photos du chantier détruit. Ce n'est pas possible. Il rentre dans un autre immeuble, il prend des photos, tout ça, il envoie son frère, il dit le chantier avance. Vous ne voyez pas venir là. Et lui ne fait qu'envoyer l'argent. Et le jour où il débarque au Congo, il constate que même la parcelle a été vendue. C'est son propre petit frère. Donc, c'est une solution pour ces compatriotes-là.
Mais la question de double nationalité, avec les 9 voisins que nous avons aujourd'hui, à 10, je crois, aujourd'hui, on est à 10 aujourd'hui, avec les pays qui se sont dédoublés. Il faut considérer cette question avec bravoure au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut avoir un courage politique de la France. Il faut avoir un courage politique pour pouvoir décider finalement du déverrouillage de cet article. Mais en même temps, il faut penser au recensement. Mettre des garde-fous. Mettre des garde-fous. Parce qu'il faut déjà connaître aujourd'hui, avant d'ouvrir cette brèche-là, qui est congolais, qui ne l'est pas. De sorte qu'on a la maîtrise de la démographie dans le pays. Celui qui entre, on sait qui entre. Cher Serge, je suis arrivé en île Maurice une fois. Je débarque aujourd'hui. Le lendemain, les services de migration viennent toquer à ma porte. Monsieur, vous êtes arrivé et vous n'êtes pas allé à l'hôpital pour passer vos examens. Donc, vous devez passer pour qu'on s'assure, vous n'avez pas le VIH-Sida, vous n'avez pas la tuberculose, vous n'avez pas ceci ou cela. Tout est calculé. Mais nous, venez pas déranger les filles là-bas et laisser la maladie. Non. On doit tout savoir. Surtout que vous n'avez pas l'habitude de ça. Vous voyez. Alors, donc, on est d'accord qu'on puisse ouvrir la nationalité pour d'autres citoyens du monde. Nous sommes d'accord que nos compatriotes puissent bénéficier de multiples nationalités, mais en même temps, nous devons connaître qui est congolais, qui ne l'est pas. Ça, c'est une manière de sécuriser. Véritable échange. C'est vraiment un véritable échange, mais il faut commencer par quelque part. Alors moi, je me demande... Qui prend le courage? Les députés? C'est le gouvernement ou le gouvernement? Il doit y avoir quelqu'un quelque part qui prenne le courage de pouvoir avancer. Mais la difficulté que nous avons, c'est que, vous voyez, pour certaines questions, le gouvernement a peur. Regardez par exemple la question de la réduction du train de vie des institutions. Le gouvernement ne veut pas avancer sur la question. Les députés ne veulent pas avancer sur la question. Mais on est là. On est là comme ça. Donc il faut quelque part du courage politique. Le président de la République finira par un jour dire bon voilà, voici ce que je veux, imposer cela au niveau du gouvernement pour que le gouvernement mette en place un projet de loi qui doit être soumis au niveau de l'Assemblée nationale. Mais un autre problème, Walter l'a dit ici, c'est lorsque ces compatriotes arrivent au Congo pour investir. Vous savez par exemple que nous avons beaucoup de compatriotes qui ont des services organisés en Europe, aux États-Unis, en Chine et partout. Par exemple, le secteur du transport. Pourquoi chez nous, lorsqu'on amène par exemple les bus qu'on a appelés ici Esprit de vie, on a donné, aujourd'hui c'est en quel état? Mais vous avez des compatriotes qui sont en Europe, qui ont des sociétés de transport, qui ont des spécialités sur ça, qui ont réussi pendant des décennies à faire asseoir leur entreprise là-bas. Mais quand ils viennent chez nous au Congo, Walter l'a effleuré ici, cette histoire de pourcentage. Mais il faut vraiment qu'on mette des garde-fous. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'IGF, c'est au niveau de la Cour de compte, à quel niveau qu'on mettra cela, de la NAPI, pour assurer quand même la tranquillité à ces compatriotes-là. Il vient avec sa société, mais il vient, il installe, il commence à travailler. Allez, vous regardez par exemple monsieur qui est au gouvernement là, Didier Boudimbo. Vous savez qu'il était en Europe, c'est un entrepreneur en Europe. Mais il a laissé, il a des entreprises. Prenez Jean-Jacques Mungani. Voilà, il a un hôpital en Belgique. Il a un grand médecin. Vous voyez. Donc c'est des compatriotes comme ça que nous voulons au Congo. Pas des gens qui étaient là-bas, on dit Château Rouge, tout ça. Là. Un grand frappeur. Il n'a pas étudié en Europe. Voilà. Mais nous avons des compatriotes qui ont passé leur temps aux études en Europe. Merci. Qui ont acquis le savoir-faire de l'Europe, de l'Occident. On a besoin de ça. Je prends votre phrase, on a besoin de la diaspora, comme le président l'a dit. Le président souligne un mot là, la diaspora compétitive et compétente. Ça, c'est ce que le chef a dit. Pas des chocolats là-bas. Vous êtes au Château Rouge, vous êtes à la gare du Nord. Les avenues là. Les avenues. Et les vitres. Mais quand ils viennent ici, ils viennent devenir des ministères experts. Au lieu d'aider nos avenues à... Vous allez à 11h, ils sont à l'ISP Gombe là-bas avec les véhicules du président et de la présidence de la République. Non, pas ils sont à l'ISC, derrière les filles, les conseillers des Fatih. En Capella. Non, pas ça. Faut oublier ça. Pas ça.
Merci à Kenit Kanida. En tout cas, je ne voyais pas venir, en tout cas, dans cette lancée-là. Il y a encore un sujet très important. On en parle de moins en moins. C'est vrai qu'on est plus habitué à parler politique, mais il y a quand même des problèmes d'organisation dans nos provinces. Peut-être qu'une première pour le Sénat qui est une émanation des assemblées et des provinces. Aujourd'hui, il y a eu cette grande réunion autour du président Bahati qui a quand même tenté de réunir certains membres du bureau des assemblées provinciales. On doit quand même réfléchir sur cette décentralisation. Que font les assemblées provinciales? Les assemblées provinciales aujourd'hui se remarquent par des motions, par des pétitions contre des gouverneurs, des déchéances, des monnayages, des motions. Mais une fois Kinke Moulumba avait fait un travail ici pour évaluer un peu, à l'époque il était le ministre près du Parlement, il a fait un travail pour voir un peu le niveau d'avancement en termes de vote dédié dans nos provinces, c'est de 0,00%. S'il y a des édits qui sont votés dans nos assemblées, il n'y a que des édits de finances. Il faut d'abord qu'on change de mode d'élection des députés provinciaux. Non, plutôt de gouverneurs. Moi, je suis contre le fait que... Les chefs l'avaient dit aussi. Oui. Qu'on laisse ça entre les mains des députés provinciaux. Il faut donner ça au souverain primaire. Il faut que ça revienne au souverain primaire. Parce que le gouverneur est le représentant du président de la République en province. Donc si le président veut réussir, n'importe quel président qu'on amènera à la tête du pays, que ce soit Fayoulou, le président Katumbi ou qui que ce soit, s'il doit réussir en province, ça doit passer par le gouverneur. Mais si le gouverneur et ce monsieur qui se sent redevable, non au peuple, mais aux députés provinciaux, je crois qu'il ne fera pas ce que le peuple attend de lui. Il faut d'abord une réforme à ce niveau-là. Il faut d'abord réformer. Nous ne devons pas continuer à subir ce qu'on a subi à Kinshasa avec André Kimbuta. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, non, moi j'apprécie son comportement. Il s'est tué. Je crois que si Kikaya s'était tué comme ça, il serait à Kinshasa. Ok, c'est qu'on a vécu à Kinshasa avec André. Ce qu'on a vécu à Kinshasa est regrettable. Adam Bomboli, qui avait un bon programme pour la ville de Kinshasa, mais puisqu'il était du MLC et que bon, le député, le PPRD voulait à tout prix avoir la ville de Kinshasa, le MLC n'a jamais eu ce poste-là. Donc, et Kimbuta était plus redevable aux députés provinciaux et au PPRD qu'à la ville de Kinshasa. À un moment, on a dit de lui qu'il disait que est-ce que Bino va plus plaigner de Voutanga? Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. C'était pas quelqu'un qui avait sa langue. Mais quelle est la responsabilité des députés eux-mêmes? Parce que eux aussi, les provinciaux sont l'émanation du peuple. Est-ce que quand ils viennent à l'Assemblée, je ne sais pas, je prends la ville de Matadi, Congo central, je prends l'Assemblée sous Roger Ntingi. Est-ce qu'il y a quand même des édits qui nous ont laissés? Cher Serge, vous savez, parfois quand moi j'ai réfléchi, à part le budget des provinces, je me dis, nous ne sommes pas un pays, nous sommes un pays atypique au fait. Il nous faut des lois spéciales, vraiment adaptées à notre réalité. Moi je me dis, il faut quelque part qu'on puisse mettre comme critère, ne peut devenir député national que quelqu'un qui est propriétaire d'une maison. Quelqu'un qui sait déjà acheter une paire de chaussures. Quelqu'un qui sait déjà acheter un costume. Député provincial, quelqu'un qui sait déjà payer, qui n'a pas des arriérés de loyer. Vraiment, il faut qu'on insère ça dans les lois là-bas. Il faut qu'on insère ça. Pas ramener les petites choses comme ça. Non, mais attends. Quand vous devenez député provincial, mais vous avez des arriérés de loyer, la première chose à faire, c'est quoi? Trouver où se trouve la vous devenez député provincial, mais vous ne savez jamais comment est-ce qu'on mène des démarches pour avoir la plaque d'immatriculation d'un véhicule. La première chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est commencer d'abord à trouver une voiture. Mais lorsque vous voyez un candidat gouverneur venir vous dire non, moi si vous votez pour moi, vous avez une Jeep Prado. Vous allez faire quoi? Même si il n'a jamais acheté, mais c'est une moto. Même pas un vélo.
Mais lorsque même votre parti politique a donné un mot d'ordre, il ne va pas respecter les mots d'ordre. Il ne va pas respecter. L'UDP s'en a souffert ici. On a besoin de lois différentes parce que nous sommes un pays différent. Il ne faut pas qu'on laisse l'ouverture. Quelqu'un qui devient député, son premier costume, donc la première fois qu'il entre dans une porte d'une boutique pour acheter un costume, c'est quand il devient député provincial. Mais quelqu'un comme ça, vous attendez quoi de lui? Il a faim, il a des arriérés de loyer, son bailleur est derrière lui, paye le loyer. Il y a même que quand il a l'argent, il cherche même à acheter la parcelle là où il est le premier ministre, oui. Il a fait des arriérés de loyer. Vous voyez que nous, des arriérés de loyer, on a un certain problème de société à telle enseigne que pour que quelqu'un réfléchisse sur les édits, il réfléchit ventre. Il réfléchit d'abord sur... Alors, un député provincial qui arrive, c'est vrai que c'est quand même une petite expérience, mais ça va faire bientôt 14-15 ans. On a la première expérience avec les assemblées provinciales vers les années 60, 70, je ne sais pas moi. Mais après, il y a quand même cette assemblée sous Kabila avec les élections de 2006. Mais des députés qui ne savent même pas c'est quoi la logistique, la science pour rédiger des textes de loi. Ils ne savent même pas comment on commence, via la proposition, via la telle disposition de la Constitution, conformément à la loi sur les ETD, conformément à l'ordonnance du président portant délimitation, découpage des provinces. Donc, aucune proposition de dit, aucun contrôle sérieux. L'unique contrôle que nous avons dans les assemblées provinciales, c'est la déchéance des gouverneurs, ou soit les votes du budget des provinces. Et c'est fini. Et pendant 7 ans, on est comme ça. Mais la réponse est dans tout ce que Joseph Kabila reconnaissait, qu'il avait échoué pour changer le Zaïrois, le Congolais. Donc nous avons un problème de modèle. Djenit a en partie raison, mais s'agissant des moyens ou de la richesse, on peut être riche et demeurer voleur. Les gens qui ont géré le pays depuis Mobutu ont pillé. Ils ont rejoint Kabila. Ils ont pillé. Aujourd'hui, certains sont à l'union sacrée. Je me demande s'ils sont devenus des saints. Je ne pense pas que ce soit un problème de richesse. Je pense plutôt que ce soit un problème de désorganisation de la société. Parce que si nous avons une société organisée, où les lois sont respectées, les gens auront peur de la loi. Vous pouvez voir l'argent de l'État là-bas, ne faisant rien, vous n'allez pas détourner. Mais aussi longtemps que nous n'aurons pas réglé ce problème d'éducation et de formation de notre personnel politique, nous n'allons pas avancer. Parce que les gens qui votent aujourd'hui, on ne vote que Polo, on ne vote pas projet de société. On vote soit Polo, soit c'est la famille. Et on sait bien que le monsieur, tel qu'il va là-bas, ne va pas me défendre. Mais on dit, bon, comme c'est mon frère, je veux le voter. Comme il est de mon parti, il ne mérite pas, mais je ne veux pas voter quelqu'un de l'autre camp qui est mieux que lui. Je préfère voter quelqu'un qui est de mon camp pour que lui, en retour, puisse me retourner l'ascenseur. Un peu plein des dirigeants. Oui, nous méritons nos dirigeants. Aujourd'hui, avec le groupe de Dynamique Ngobila à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on s'attend à quoi? Vous avez cité André Kimbuta, mais je ne sais pas si la gestion de la ville a changé. Djenit a connu des embouteillages. Voyez le rond-point Willery. Comment se fait-il qu'au cœur de la ville, 6 mois après, nous voyons ces embouteillages, cet état des routes, on a commencé les travaux, mais on ne sait pas les terminer. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire là? On est en train de voir... Attendez, qu'est-ce qu'ils veulent faire là sur le pont? Je me demande si nous ne sommes plus intelligents, si nous sommes incapables de résoudre cette situation. C'était quelque chose qui devrait traîner à la limite 1 mois. Mais on en est à 1 année, on est incapable de résoudre le problème qu'il y a au rond-point Willery. C'est au cœur de la ville. Qu'adviendrait-il si c'était au village? Donc, raison pour laquelle nous méritons les autorités que nous avons. J'ai toujours... Mais tout l'argent là qu'on donne aux députés provinciaux, excusez-moi. Non, on ne donne pas aussi assez. C'est pas dans toutes les assemblées provinciales qu'il y a l'argent. Je vous dirais que dans certaines provinces, ils accusent 9 mois d'arriérés des salaires. D'ailleurs, j'ai accompagné certains à l'époque, ils étaient à 7 mois. Chez le ministre Deon Koussou, à l'époque, il était autant Union Sacrée, FCC Cash. Deon Koussou était ministre en charge des relations avec les parlements. Il avait reçu une délégation de quelques assemblées provinciales qui accusaient à l'époque 7 mois. Aujourd'hui, on m'apprend qu'ils sont autour de 9, certains 12 mois.
la décentralisation ou le passage de 11 à 26 provinces n'avait pas été mûri. On est allé vite et on a aujourd'hui un problème de gestion. Tous ces gens-là, le vrai problème, c'est l'argent. Ils ne sont pas payés. Ils ont d'énormes difficultés, loyers et tout ce qu'il y a comme charge. Mais quand le gouverneur qui est là, c'est lui qui prend tout l'argent, achète un gros véhicule, les autres viennent à vélo. Ils voulaient qu'ils vous regardent. Allez, une motion. Ce sont des motions. Il y a les budgets de province pour l'investissement. Ils disent non, on se les partage ici. On se les partage. Et aussi, ces budgets-là vont à compte-gouttes. J'ai cru qu'à une certaine époque, que la caisse de péréquation ferait quelque chose, mais apparemment, je ne sais pas si elle fonctionne. Elle ne fonctionne pas. D'ailleurs, monsieur, actuellement ministre du Développement Rural, Roubaud avait été nommé en son temps chargé de gérer cette caisse de péréquation, mais à la limite, ça ne fait rien. Alors, il y a quelques provinces qui essayent de sortir du lot, entre autres au Katanga, le Lualaba, chez Christopher Nanga, au Touélé, mais partout ailleurs, ce sont d'énormes difficultés. Au Tanganyika, depuis que Zoé est tombé, c'est les statuts. Ceux qui ont fait tomber Zoé pensaient qu'ils vont mieux travailler, mais au jour d'aujourd'hui, les grèves, les mouvements d'humeur au sein de l'Assemblée ont repris malheureusement. C'est bien dommage. C'est dommage. Vous parlez des Olomami, vous parlez du Haut-Katanga, mais il faut aller à Guadeloupe. Moi, j'ai dit au président de la République, monsieur le président, les jours où vous allez arriver à Guadeloupe, je crains fort que vous puissiez rentrer ici en bonne santé. Vous risquerez même de gifler le gouverneur. Les jours où vous arrivez chez moi, ou à Guémena, vous arrivez à Guémena, il pleut, monsieur le président. Faites un tour dans la ville de Guémena. Vous allez rosser ma benzée. Parce que ces gens-là ne travaillent pas pour vous. Là-bas, on ne va pas vous voter, monsieur le président. Moi, j'ai fait des voyages là-bas à Guémena, à Guadeloupe. Les gens disent, ah, c'est Félix qui nous mettait dans cet état avec ce gouverneur. Monsieur le président, faites quand même un tour à Guémena. Allez à Guadeloupe. Vous allez rentrer ici en pleurant. Parce que ce que font ces gouverneurs-là, c'est des combinards. Ils sont avec des députés provinciaux. Mais on espère maintenant que le président du Sénat a quand même battu les rappels, comment on dit, il fait les rappels des troupes. Et que la conscience va revenir et ils vont travailler pour le peuple, ils vont travailler pour ces provinces. Vous parlez tout à l'heure de la caisse des péréquations. Justement, dans le budget, j'ai suivi les débats avec des députés qui, pour la plupart, reviennent sur la question de la rétrocession, la question de la caisse de péréquation, mais plus que de mal, hein, ça passe pour Sama Lukonde avec son budget de près de 10 milliards. Sama avait déjà la majorité, elle devrait nécessairement passer, mais il revient maintenant aux députés de revoir beaucoup d'éléments qu'il y a dans ce budget. J'ai repris quelques éléments ici. 38% pour le train de vie des institutions, c'est déjà énorme. 3,7% pour l'armée, 2,28% pour la police, 0,40% pour la protection civile. C'est déjà un sérieux problème. Dans un contexte de guerre asymétrique, on devrait avoir plus de moyens pour équiper, non pas seulement équiper, mais aussi recruter et former les gens que nous envoyons au front. Parce que, voyez, quand les gens ont attaqué Bukavu, les bandits ont attaqué Bukavu, vous avez vu des militaires se déshabiller. Ouais. Et à la limite, ils désertaient. Parce qu'ils ne sont pas à la limite motivés, au-delà de sanctionner les gens qui volent les peu qu'on envoie comme argent pour solde et frais de fonctionnement pour l'armée et la logistique. Il faut vraiment, à mon avis, arriver même autour de 10% de notre budget pour l'armée. Ça, c'est une proposition. Nous sommes... Non, le Premier ministre a dit ceci. Par rapport au budget 2021, ce secteur a connu un accroissement. Il dit par exemple 22,62% pour le secteur de la sécurité, la défense de 32,47%. Et le Premier ministre ajoute en disant que la défense vient à la 3e position après l'éducation et la santé. Non, moi j'ai les chiffres. C'est 3, quand il dit 3e position, mais c'est 3,7%. Nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique et s'agissant pour la police qui a 2,28% avec
le banditisme urbain, je crois que pour la police, on peut augmenter jusqu'à 5% et l'armée aller jusqu'à 10%. Un autre élément, l'électricité, on est à 1,59%. Mais dans un pays qui est un pays chantier, Jenny parlait hier dans un plateau ailleurs que nous sommes un pays vierge, un chantier. On devrait investir dans l'agriculture. Agriculture, ici je vois, c'est environ, agriculture, c'est 4,20%. C'est insignifiant. Éducation, pour égrener les quelques chiffres, éducation, nous sommes à enseignement, 4%. Emploi, 0,27%. Jeunesse, 0,22%. Alors que nous sommes plus de 60% des jeunes avec 0,22%. Qu'est-ce qu'on peut faire? Yves Boukoulou va faire. Mais il ne va rien faire. Et la totalité pour Yves Boukoulou, c'est environ 22 milliards de francs congolais, l'équivalent de 22 millions de dollars. 22 millions pour toute une année. Pour la jeunesse, une jeunesse désœuvrée. Alors que l'objectif ici, j'ai toujours dit, c'est pas d'envoyer les gens à l'université, mais c'est de renforcer les centres de formation professionnelle. Parce que quand vous avez un problème de congélateur, généralement, quand ça cloche, on recourt aux expatriés. Mais on a besoin des gens qui savent réparer nos véhicules, nos frigos et tout ce qu'il y a comme appareil électroménager, logistique, garage, ainsi de suite. On ne doit pas tout le temps aller chez CFAO Motors, ce qui nous demande beaucoup d'argent. Un autre élément, recherche et développement dans le secteur de l'éducation, c'est 0,50%. Mais comment on va créer des inventeurs si pour le secteur des gens qui doivent faire la recherche, on réserve 0,50%. S'agissant du logement et l'équipement collectif, c'est le dernier point, 1,04%. Mais c'est-à-dire qu'on ne va pas construire les logements sociaux et l'équipement pour les plus démunis. Non, il y a les projets corniches ici du gouvernement. Non, mais ça c'est un partenariat avec les Émiratis, ça ne viendra pas aujourd'hui. C'est pas un projet du gouvernement. Non, c'est un partenariat, c'est pas demain que ça va commencer. Rappelez-vous de l'immeuble Raken qui a la gare centrale, et puis le trou béant qui est autour du ministère des Affaires étrangères. Ce sont des projets, d'ailleurs c'était... qui peuvent ou ne pas aboutir. Qui peuvent ou ne pas aboutir. Donc on pourra attendre autant d'années. Moi je demande à la commission ECOFIN de revoir, de réajuster afin que le train de vie soit drastiquement réduit, que les paroles de Jean-Marc Kabounda et ceux du président de la République se conforme à la réalité et non que ça ne se limite pas au simple discours. Mais Djenit l'a dit en luminaire de l'émission. Personne ne veut avancer sur la question de la réduction des trains de vie. Ni les députés, ni le gouvernement. C'est bien dommage. Palissa demande beaucoup de carburant. Voilà. Ça consomme du carburant. C'est vrai. Ça consomme. Lorsque je parlais de... J'ai un ami qui a une Jeep Palissa, mais jusque là, quand je le vois, 3, 5, ça fois. Le luxe du cylindre, c'est 3,7. C'est-à-dire ça consomme assez. Vous ne pouvez pas rouler avec 10 ou 20 litres. Personne ne veut avancer sur cette personne. Mais le Premier ministre a dit qu'il y avait l'option qui a été levée du gouvernement. Mais à les traduire dans le budget, ça ne se fait pas voir. Mais je crois qu'il y a une confusion quelque part. Je ne sais pas si c'est entretenu à quel niveau. On dirait que nous sommes en train de confondre les pourcentages alloués dans le budget 2021 qui est en cours maintenant et qui a été revu à la hausse grâce à l'embellie financière qu'on a connue avec la Cour des métaux, l'IGF et tout ça. Oh, il y a eu une loi, comment on appelle encore ça, la loi rectificative. Non, j'ai le projet 2022. C'est le 2022. Maintenant, il y a aussi, en dehors des chiffres de 2020-2021 revus à la hausse, il y a des pourcentages de 2022. De 2022, par exemple, quand vous regardez les frais de fonctionnement, c'est 5,22% et non 38%. Non, ça, je suis sur le tableau général. Bon, même si je regarde le tableau, parce que là, moi j'ai un tableau résumé 2019, 2020, 2021, 2022. Quand vous allez par exemple... Est-ce que ton téléphone est en bon état? En très bon état. Ah, parce qu'on risque de vous envoyer des faux documents comme ça. Non. J'ai l'ensemble. On ne peut pas lire un faux document sur un plateau quand même. Merci beaucoup. Pas sur un plateau de Serge quand même. Je pourrais vous partager le document. Oui. Ça vient des sources sûres. Croyez-moi. J'ai toutes les pages. C'est environ la dernière page. J'ai le document que la primature m'a transmis. Lorsque vous regardez le résumé, vous allez regarder les chiffres. Oui.
vous allez regarder les chiffres, vous vous rendrez compte qu'en recette totale pour 2022, ça fait 20 730 105. Et lorsque vous allez sur dépenses générales, ça vous fait 19 070 308. Ça, c'est en ce qui concerne les frais de fonctionnement. Et quand vous faites les calculs sur ces coûts-là, vous tombez sur 5%, 5,22% au lieu de 38%. En ce qui concerne les frais de fonctionnement des institutions. Donc ça a été déjà pris en compte. Non, au-delà des frais de fonctionnement d'ailleurs qui arrivent à compte, d'ailleurs pour actuellement, on accuse environ 2 à 3 mois de frais de fonctionnement. Oui. Mais quand je parle de train de vie des institutions, il y a salaire et tout ça comme voilà, rémunération. C'est pourquoi j'étais en train de dire, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame autour de ces chiffres-là. Il y a d'abord les chiffres qui concernent les frais de fonctionnement. Et rémunération vient après. Vous avez aussi les frais liés à la rémunération. C'est là que ça pose problème. Et la personne ne veut reculer. C'est pourquoi j'ai dit, il faudrait maintenant la solution. C'est que la population doit prendre ça en charge. Mais les députés ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Vous avez suivi la réaction dans la salle quand Jean-Marc Abound a parlé. Donc, il faut maintenant que les organisations de droits de l'homme, la société civile, l'expression, le CLC, l'opposition, allez démarche pour demander la réduction de la rémunération de ceux du personnel politique. C'est bien ça qu'on doit. Ça, ce sont nos intérêts. Merci beaucoup. Le reste là, ça concerne les intérêts des politiciens. Allez, Monsieur le Président, quand il faut investir ou faire passer, par exemple, Denis Kadima, on voit l'union sacrée autour de Kabound, autour du Premier ministre. Quand il faut débattre de la question des rames, vous invitez les députés. Maintenant, on a besoin de réduire le train de vie des députés, de vous-même, Monsieur le Président, et l'ensemble de votre équipe gouvernementale. Il n'y a pas moyen que l'union sacrée puisse se réunir. Le quorum nécessaire. Parce qu'on vous voit, quand vous faites des réunions, quand il y a des problèmes qui touchent à un ministre, quand on veut investir Denis Kadima, ça, vous êtes solidaires. Mais maintenant, qu'on a besoin aussi de réduire le train de vie des députés, des ministres et des membres, d'autres membres du cabinet du président de la République. Vous ne pouvez pas vous réunir quand même et nous faire comprendre ça. Bon, on va voir ce que ça va donner. Madame, Messieurs, ça n'est donc fini pour aujourd'hui. Au revoir et on...